Avant d'accueillir le premier témoin de cet après-midi, je vais demander à Samia Soultani, vigneron, vice-présidente de la région des Pays de la Loire, de venir me rejoindre pour nous dire un petit mot. La région, partenaire. Alors, allez, venez à côté de moi, prenez ce micro. Voilà. Et venez à côté de moi. Voilà, merci d'être venu nous dire quelques mots. La région est partenaire de ces assises. C'était important. Vous êtes en charge de l'innovation notamment. Vous avez un portefeuille assez large, je crois, enfin, si j'ai bien lu. Alors, vous avez dévoilé en fait ce qui va être voté le 23 juillet prochain. Ah, c'est toujours pas voté. Les délégations des vice-présidents vont être votées dans quelques semaines. Mais effectivement, je serai en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Sachant qu'auparavant, dans le cadre de mon mandat, j'étais également référente économie et entreprise et je m'occupais également de ces questions-là par la force des choses et par mon métier également, puisque je suis enseignant-chercheur à l'université du Mans. Donc c'est une thématique qui est bien entendu très importante et au cœur de l'action économique de la région des Pays de la Loire. Quel regard vous portez sur cette première édition des Assises nationales éthique et technologie du futur ? Écoutez, la thématique qu'on prépare, parce que c'est vrai que j'étais dans la boucle de la préparation avec Laurent Chrétien, avec les représentants d'Ouest France depuis quelques mois déjà, sur cette thématique qui est essentielle, parce que le citoyen est peut-être un peu oublié parfois dans les dispositifs que l'on met en place, notamment pour accompagner l'innovation au sein des entreprises. Et ce qui me vient à l'esprit avec ces assises, c'est un adage de Rabelais, puisque Rabelais s'invite à vos assises, qui dit que science sans conscience, c'est en fin de compte l'esprit et l'âme qu'on perd. Et je pense que le cœur de vos assises tourne autour de cet adage. Et c'est très très important. Et dans le cadre de la réflexion qu'on mène depuis 2 années à peu près à la région des Pays de la Loire sur... c'est une démarche de prospective, ma région 2050. Nous avons également commencé à réfléchir sur la place du citoyen dans l'ensemble des technologies, des évolutions technologiques auxquelles on assiste aujourd'hui, sur les algorithmes. Est-ce que ça amènera à une perte de liberté de l'individu, les sciences du numérique également, la place de l'industrie 4.0, est-ce que ça amènera vers une déshumanisation de l'usine, de nos usines, et je pense que la particularité de la région des Pays de la Loire, et c'est une vraie richesse, c'est que nos entreprises familiales continuent à mettre l'humain au cœur de leurs préoccupations. Donc il n'y a pas que le gain, il n'y a pas que le capital, mais il y a aussi le capital humain qui est très important. Est-ce que c'est lié à une culture entrepreneuriale et familiale qu'on a au sein de la région des Pays de la Loire, en particulier dans notre département, la Mayenne? Est-ce que c'est lié aussi à la pénurie de main-d'œuvre, parce que c'est quand même quelque chose de précieux, la main-d'œuvre dans la région des Pays de la Loire, de par le taux de chômage qui est très faible par rapport à d'autres régions. Donc aujourd'hui, les entreprises peinent à recruter, elles font tout pour que leurs collaborateurs se sentent bien au sein de l'entreprise. Et l'innovation est mise en avant comme moyen d'attractivité du territoire et également de nos entreprises. Ce qu'on comprend, c'est que l'éthique sera au cœur de l'innovation dont vous aurez la charge ces prochaines années. C'est une réflexion qu'on mène, et puis j'étais également en charge de tout ce qui est CSTI, culture scientifique, technique et industrielle, et c'est une réflexion qu'on mène également avec nos partenaires universitaires, sociologues, parce que je pense que la philosophie, la sociologie, c'est une science, ce sont des sciences également qui doivent accompagner ces évolutions de nos sociétés, sans oublier l'humain, encore une fois, dans notre réflexion et dans nos démarches. Merci à la région de soutenir en tout cas cette première édition des Assises éthiques et technologies du futur. Merci Samia Soultani. Merci à vous, bon après-midi. Voilà, vous pouvez poser. Alors, est-ce qu'on sera un jour immortel? Certains scientifiques le pensent, et certains même avancent la date de 2045. Faut-il le craindre ou au contraire l'accepter puisque inévitable? Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Voici le regard d'un philosophe, romancier, essayiste bien connu, Gaspard Koenig. Merci de l'accueillir. Et pour vous interroger, Gaspard Koenig, François Vercelletto, journaliste à Ouest France. Voilà, bienvenue. Vous pouvez vous asseoir.
tout d'abord, un grand merci, Gaspard Koenig, de nous faire l'amitié de participer à cette rencontre. La présentation a été très rapide. Je ne vais pas l'alourdir. J'ajouterai juste un mot qui vous caractérise, c'est le mot de simple, simplicité. J'avoue que vous êtes philosophe et vous écrivez simplement. C'est quand même une qualité assez rare parmi les philosophes. Voilà, que je voulais dire. Et puis simple aussi, ça renvoie à la plateforme citoyenne que vous avez lancée, avec l'espoir que cette simplicité et que le mot simple fasse partie des débats de la présidentielle. Absolument. Voilà. Alors, donc la question qui nous réunit là autour de cet échange, c'est nos existences seront-elles meilleures si nous devenons technologiquement immortels? Alors la question, dit comme ça, elle paraît un peu vertigineuse. Et moi, j'avoue, en préparant notre échange, que j'ai pensé à une petite chanson. Enfin, petite, c'est pas petite, une chanson qui a connu un grand succès. Et je vais me risquer à vous en chanter un petit extrait. J'avoue qu'avec la météo actuelle, on risque rien. Et bon, vous la reconnaîtrez peut-être. On dirait le Sud, la vie dure longtemps. Non, et le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'1 million d'années, et toujours en été. Alors. Bravo, hein. Bravo. Là, je reviens effectivement à cette question. Est-ce qu'on peut espérer une vie qui dure plus d'1 million d'années? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a des pistes sérieuses pour avoir une vie qui dure beaucoup plus longtemps que celle que nous connaissons? Est-ce qu'on est en pleine science-fiction ou pas? Bonjour à tous. Il me semble que c'est un rêve vieux comme l'humanité. Et que ce que font beaucoup les... Moi, j'ai fait une longue enquête sur l'intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas tout à fait ce sujet-là, mais donc j'ai été... comme ma méthode habituelle, c'est d'aller sur le terrain. Donc, j'ai été beaucoup dans la Silicon Valley, mais aussi en Chine, en Israël, pour rencontrer les gens qui travaillent sur les technologies du futur. Et autant je suis un ami du progrès, et j'utilise beaucoup les technologies. Mais en même temps, je dois bien me rendre à l'évidence que ceux qui les conçoivent ont un petit côté théologien qui est un peu régressif. Et j'ai souvent l'impression qu'ils reconstruisent un peu la vieille métaphysique avec de nouvelles technologies. Alors c'est très vrai sur, par exemple, la personnalisation des robots. Je viens à l'immortalité, mais vous savez qu'Amazon, par exemple, maintenant, demande à ce que les enfants, quand ils utilisent Alexa, soient polis avec Alexa. Alexa, c'est l'espèce d'intelligence artificielle qui vous donne le temps et qui peut chanter des chansons pas aussi bien que vous. Mais... Et donc, on oblige les enfants, pour qu'Alexa se déclenche, à dire « s'il vous plaît, please », pour être poli avec Alexa. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de faire croire aux enfants que la machine est une personne, que la machine a une âme ou est un simulacre de personne, et donc il faudrait être poli avec elle. Et en fait, on revient à l'animisme du XVe siècle, quand les objets avaient des âmes, et on oublie les leçons de Bachelard, la rupture épistémologique, qui fait que non, les objets n'ont pas des âmes et qu'on a dissocié le monde du matériel. On a dissocié la biologie et la science physique. Et donc, c'est un exemple pour vous dire... Et donc, le premier truc qu'on devrait dire à Alexa, qu'on devrait dire à un enfant, c'est surtout, tu ne dis pas please à Alexa. Alexa, ça n'existe pas. Et c'est pareil pour le cloud. On charge les images dans le cloud. Et il y a une double illusion métaphysique là-dedans. C'est que, premièrement, on a envie de laisser des traces. Je regardais les gens au musée Van Gogh à Amsterdam. Ça m'avait frappé. J'aurais pu faire ça dans n'importe quel musée, mais les gens prenaient des photos du tableau. Même pas des photos d'eux-mêmes avec le tableau. À la limite, on pourrait comprendre, c'est effectivement un souvenir. Mais des photos du tableau, évidemment, des photos ratées, puisqu'il y a toujours une tête devant, c'est mal cadré, c'est flou et tout. Et c'est des tableaux de Van Gogh, donc vous les avez en haute définition au premier clic de Google. Je me dis, mais quelle est l'utilité de prendre une photo de ce tableau? Et tout le monde en prenait, non, personne ne regardait le tableau, si ce n'est pour laisser une trace. Et en fait, le numérique nous permet de laisser de nouveau beaucoup de traces. De même que quand vous relisez la Bible, vous apercevez qu'une des raisons pour lesquelles on croit en Dieu, c'est parce qu'on veut que quelqu'un, quelque part, enregistre notre existence. On a peur qu'elle soit disparue en vain. Et au fond, qu'on nous punisse ou qu'on nous récompense à la fin,
L'essentiel, c'est qu'il y ait eu une sorte de super maître d'école qui nous ait dit c'est bien ou c'est pas bien, qui est tout enregistré. Et la peur de ne rien enregistrer. Et Sartre dit assez justement, que j'aime pas d'habitude, mais enfin, je suis bien obligé de reconnaître que cette fois, il a une réflexion tout à fait intéressante dans L'être et le néant. Il parle de la trace que ne laisse pas le skieur, puisque Sartre aimait beaucoup le ski, il allait beaucoup d'ailleurs skier en Suisse. Et la neige recouvre la trace du skieur. Donc le skieur ne laisse pas de trace, admettons. Et il dit, ça, en fait, c'est accepter l'existence dans ce qu'elle a de fini. Accepter que en fait, ça a juste disparu, que personne ne l'a regardé et qu'elle est conservée nulle part. Et quand on nous remet en place un cloud, on va pouvoir stocker toutes les images de toutes nos expériences pour surtout ne rien oublier, que tout ce qu'on a fait soit stocké quelque part. Mais quelque part, on renoue avec ce cloud même, cette image du nuage qui est très étrange, puisque vous savez que les clouds, ils sont en sous-sol, en fait, puisque c'est là que sont les machines qui sont probablement hackées et qui fait que toutes vos photos disparaîtront dans quelques mois ou années. Donc c'est en fait très périssable. Et donc tout ça est très naïf et très métaphysique, très régressif, et la même chose s'applique, je pense, à cette quête d'immortalité qui prend deux formes. L'immortalité biologique avec l'homme augmenté, et l'immortalité technologique avec l'idée qu'un simulacre de moi-même pourra continuer à vivre. J'avais rencontré une jeune, je crois, russe ou biélorusse dans la Silicon Valley qui a mis en place une intelligence artificielle qui reprend l'ensemble des datas d'un ami défunt et qui permet de créer un simulacre de cet ami, et de sorte que vous pouvez continuer à lui envoyer des textos ou à converser avec lui et qui va vous répondre. Oui, en fait, il y a deux pistes. Il y a la piste qui pourrait consister à réparer en quelque sorte l'homme au fur et à mesure que ses organes deviennent défectueux, un peu comme une machine ou une voiture. Donc en fait, c'est le même dont la vie serait prolongée et au fur et à mesure qu'on remplace les organes. Ça, c'est une première piste. Et puis effectivement, il y a la piste de l'homme, sinon copié, cloné. Mais là, est-ce qu'on est... c'est réaliste d'imaginer qu'on puisse cloner... Alors, le physique encore, ça c'est peut-être pas trop compliqué, mais qu'on puisse cloner jusqu'à vos sentiments, oui, votre intelligence propre, votre conscience, etc. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est du coup, ça nous pose la question de l'identité et du simulacre, qui est une vieille question philosophique. Et effectivement, il est parfaitement possible que l'on mette en place des simulacres qui puissent, pour une personne extérieure, vous ressembler. C'est-à-dire que, au fond, vous allez correspondre avec cet ami défunt et vous n'allez pas réaliser, enfin, il va vous répondre comme il vous répondait de son vivant. D'accord ? Ça, c'est tout à fait possible. Mais ce qu'on oublie toujours quand on parle d'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle ne fabrique rien. Elle tire des corrélations à partir d'un contenu matériel que l'humanité a produit. Elle ne produit pas de pensée, en fait. C'est-à-dire qu'elle ne produit pas de nouveau. Elle assemble éventuellement de manière originale un matériau qui, lui, a été créé à la main par un être humain. Mais ça vaut aussi pour quand une intelligence artificielle reconnaît un chat, vous le savez, eh bien, c'est parce qu'on lui a donné 1 million d'images de chats qui ont été labellisées, c'est-à-dire qu'il y a un être humain, souvent sur des plateformes de micro-tasking, qui a écrit « ceci est un chat ». Attention, je te montre, ceci est un chat. Mais écrire « ceci est un chat », c'est du travail. Donc en fait, quand une intelligence artificielle reconnaît une tumeur sur un scan médical, par exemple, c'est pas parce qu'elle a appris la médecine, c'est parce qu'il y a 10 000 médecins ou étudiants en médecine qui ont labellisé des scans et qui ont marqué « ceci est une tumeur, ceci est une tumeur », et à la fin, elle a pu en tirer les corrélations. Mais ça va être la même chose pour le simulacre de moi qui me survivrait. Ça va être... l'intelligence artificielle va pouvoir amalgamer l'ensemble, disons, admettons qu'on ait tout enregistré, l'ensemble, elle ne va pas être déçue, hein, l'ensemble de ce que j'ai dit, de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai senti de mon vivant, et donc elle va pouvoir donner l'illusion au public que c'est moi. Mais en fait, elle ne va pas reproduire mon identité, ma singularité, elle ne va pas pouvoir créer du nouveau, elle va juste reproduire éternellement le moi que j'étais. Et la tâche de la philosophie, depuis que Platon luttait contre les sophistes, dans le Gorgias, c'est bien de distinguer l'illusion du réel. C'est bien de distinguer ceux qui font des copies. Platon avait beaucoup travaillé là-dessus. Il dit, mais pour en fait concevoir l'idée d'une copie, il faut introduire le non-être dans l'être.
Et donc c'est là qu'il a rompu avec Parménide, et c'est toute une histoire. Et c'est un peu la naissance de la philosophie moderne. Et ben, il faut appliquer le même raisonnement et dire oui, mais enfin tout ça, en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce sont des simulacres, ce sont des procédés sophistiques. Et au fond, qu'est-ce que ça fait? Ça empêche en fait le travail du deuil, qui est le vrai travail que doit faire un vrai être humain. Et donc c'est un gadget qui est au mieux inutile, au pire nocif. Oui, on va y venir parce qu'effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes. Actuellement, cette immortalité, en tout cas cette prolongation de la vie, elle est quand même réservée à une élite, aux plus fortunés. Déjà, ça c'est quand même une question. C'est pas pour tout le monde. Ça, franchement, c'est pas le sujet qui me préoccupe le plus. D'abord, ça existe très marginalement aujourd'hui, voire pas du tout. Et après, on a souvent vu dans l'histoire de l'innovation que ça commence par ceux qui peuvent se le permettre et qu'ensuite, très rapidement, c'est des technologies dont le coût baisse de manière vertigineuse et qui peu à peu se répandent au reste de la population. Donc je pense que ce n'est pas le sujet. Et le sujet, c'est aussi, en admettant que tout ça ait le moindre intérêt, soit le moins du monde possible, sur le plan biologique et donc non plus technologique, est-ce que ça a le moindre intérêt? Et là, la réflexion que je me faisais, notamment parce que dans mon dernier roman, L'Enfer, j'ai mis en scène un être immortel, enfin devenu immortel en tout cas, puisqu'il est damné. Il est dans l'enfer. Et donc, il vit éternellement dans cet enfer qui ressemble en fait à des couloirs d'aéroport. C'est un enfer moderne. Et donc, je me suis un peu mis dans la peau de cet être immortel pour m'apercevoir qu'au fond, quand on vous garantit l'immortalité, les dernières choses dont vous avez envie, une fois que vous avez épuisé tous les plaisirs, tous les désirs possibles sur des centaines de milliers d'années de vie ou d'existence, la seule chose qui vous est interdite et la seule chose que vous finissez par vouloir, c'est mourir. Et en fait, on s'aperçoit qu'une existence immortelle ne vaut pas le coup d'être vécue, quelque part. Et parce que vous n'avez pas le sentiment du temps, vous n'avez pas le sentiment des générations, et du coup, vous n'avez jamais de sentiment de réplétion non plus. Vous avez un désir qui se reproduit, mais qui n'est jamais contenté. Et c'est pour ça qu'à l'inverse, des philosophes comme Montaigne nous apprennent qu'il faut penser à la mort. Et il faut penser à la mort pas par mélancolie ou parce qu'on est sinistre, mais il faut penser à la mort pour réapprendre à vivre. Pour réapprendre à vivre en absorbant d'abord la part de risque qui accompagne toute existence, en l'admettant. Parce que si un jour on est immortel biologiquement, on ne fera plus rien parce qu'on aura trop peur de mourir. C'est ça le paradoxe. Parce que là, aujourd'hui, si je meurs d'un accident ou d'un virus, j'aurais raccourci ma vie. Alors, ça ne sera jamais qu'un pourcentage. Plus je vieillis, plus ce pourcentage sera infime, en fait, et plus, du coup, on se dira, bon, c'est pas très grave, on perd que 5%. Alors que si on est biologiquement immortel, du coup, le risque devient extravagant, parce que c'est tout ou rien. Et donc, du coup, on ne fera plus rien. Et du coup, si on est immortel, on aura tellement peur de mourir qu'on cessera de vivre. En même temps, c'est un leurre, parce que si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on sait très bien qu'on est dans un univers qui est fini. C'est-à-dire que le Soleil, lui, il n'est pas immortel. Donc en fait, c'est un peu un leurre de promettre l'immortalité, alors qu'on vit dans un univers qui, lui, n'est pas immortel. Oui, il y a un raisonnement intéressant sur ce sujet du Soleil que j'avais trouvé dans un livre de Gérald Bronner qui expliquait, qui en fait condamnait le principe de précaution au nom justement de la disparition prochaine de la planète, quelques milliards d'années, mais certaines, en disant du coup on n'a rien à perdre. Et donc les gens qui disent mais non, mais il faut préserver la planète à tout prix, s'empêchent de penser des ruptures technologiques qui sont les seules à même de pouvoir peut-être un jour nous sauver de l'explosion du Soleil. Voilà. Je reviens à votre conte L'Enfer, qui a un petit parfum à la fois des contes philosophiques à la Voltaire, mais avec un petit parfum aussi de George Orwell. Hein. Je crois que je l'ai lu comme ça, en tout cas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette immortalité-là, elle a des contreparties. C'est-à-dire que le personnage, le héros là, du conte, il bénéficie d'un crédit limité, il peut acheter tout ce qu'il veut, voilà, il y a nos limites, sauf qu'à un moment donné, on lui dit, oui, mais attention, le crédit, il faut le rembourser. Et voilà, ça rejoint les promesses que vous font les GAFAM qui s'intéressent beaucoup aux questions de santé, qui vous promettent de pouvoir vous guérir demain beaucoup de maladies, mais à une condition, c'est que vous leur fournissiez des données personnelles. Oui. Bon, on quitte un peu le champ de l'immortalité, si je veux dire, si on parle des données personnelles.
Mais dans le domaine de la santé, c'est... Enfin, Oui. pas complètement, parce que c'est l'idée que l'immortalité, c'est pas gratuit, c'est ce que je veux dire. Voilà. Oui. Oui, c'est juste. Mais donc, dans ces histoires de données sont au cœur aujourd'hui des réflexions sur la santé. Et il y a d'ailleurs un rapport sénatorial qui est absolument terrifiant, dont je vous déconseille la lecture, qui a été publié il y a quelques semaines et qui explique qu'il faudra désormais prévoir qu'en cas de prochaine pandémie ou d'incident reconnu comme incident d'urgence, eh bien, on puisse immédiatement récolter les données des entreprises et des particuliers, santé et autres, mais en particulier les données de santé, et les brasser comme ça dans un grand système central qui permettra d'être plus fin dans la gestion de la circulation des virus, dans la gestion de la santé. Je pense qu'il faut absolument résister à ce genre de tentations qui sont ni plus ni moins totalitaires, que tout incident peut devenir très vite question d'urgence. Je vous rappelle que d'ailleurs depuis 6 ans, la France a passé plus de temps en état d'urgence que hors d'état d'urgence, si on combine terrorisme et état d'urgence sanitaire. Et qu'il faut revendiquer le fait que, bah oui, il y a des freeriders dans la société, il y a des gens qui vont bénéficier des avancées médicales sans avoir contribué avec leurs propres données. Mais c'est le prix à payer pour vivre dans une société libre. Et que donc, le jour où on commence à récolter les données de tout le monde, parce que tout le monde va bénéficier des avancées de la science ou des régulations pour contrer une pandémie, et ben, ce raisonnement il va pouvoir être étendu à tous les domaines, à l'éducation, à l'économie. Et c'est exactement ce qui se passe en Chine, où j'ai été, où j'ai vu ça. J'ai vu comment fonctionnait le City Brain de Hangzhou, qui est une ville chinoise, où effectivement toutes les données de la police, toutes les données individuelles et tout ça sont centralisées dans ce qu'ils appellent le cerveau de la ville, et qui finit en fait en Chine, quand vous traversez la rue hors du passage flouté, vous avez votre image qui s'affiche sur un écran et vous recevez immédiatement un SMS avec votre amende. Donc, c'est terrifiant. C'est une société sans zone grise. La Chine, puisque vous donnez aussi l'exemple des enfants, dont on va déterminer le futur métier et l'orientation en étudiant leur comportement dès l'école. Oui, alors ça c'est au Japon, et effectivement il y a des caméras dans les salles de classe qui reconnaissent la manière dont les enfants se comportent, pas pour les sanctionner, mais pour apprendre à les connaître, entre guillemets, et qui du coup vont leur assigner ensuite les écoles qui vont être les mieux appropriées à leur caractère, à leur tempérament, à leur manière d'apprendre. Et le problème, c'est que derrière tous ces raisonnements, à chaque fois, il y a une bonne intention utilitariste. Et effectivement, c'est pour le bien des enfants d'aller dans l'école qui est la mieux conçue pour eux, c'est pour notre bien qu'on récolte les données de santé, etc. Mais si on suit ce raisonnement jusqu'au bout, ça veut dire que dès que la plus petite enfance, on est orienté par les algorithmes en fonction de ce que, disons, le système conçoit de mieux pour nous. Peut-être ce système est-il efficace, mais c'est la même chose pour le dating, pour rencontrer les gens. J'ai aussi rencontré les gens qui font ça, comment on met en place des algorithmes pour que les personnes se rencontrent et que les matchs soient bons, qu'il n'y ait pas trop de peine d'amour, si vous voulez. Et donc ça va être des vies très confortables, mais complètement sur des rails préprogrammés, et sur des rails qui, au fond, reposent quand même sur une vision politique, parce que quand on dit qu'il faut faire le maximum de bien-être pour le maximum de gens, c'est une vision politique, c'est une vision utilitariste pour laquelle, personnellement, je n'ai pas voté en tant que citoyen. Oui. Il faut vraiment se méfier. Vous avez aujourd'hui 2 des candidats victorieux aux élections régionales qui ont proposé d'installer la reconnaissance faciale dans les transports en commun, en France. Pour moi, c'est vraiment des lignes à ne pas franchir si on veut maintenir un modèle européen humaniste contre la dystopie technologique qui est en train de mettre en place l'Asie. Mais finalement, cette promesse d'immortalité, est-ce que ça ne devient pas un élément de contrôle du corps social ? Mais encore une fois, la promesse d'immortalité, pour le moment, on n'y est vraiment pas, hein, parce que déjà, on a des problèmes de mortalité en ce moment, comme vous avez remarqué. Certes. Il y a quand même vraiment beaucoup de fantasmes autour de ces sujets qui sont encore... On pense à Ray Kurzweil, par exemple. Il y a 2-3 gourous comme ça qui en parlent, mais enfin, c'est pas non plus quelque chose que... C'est pas un sujet social ou politique aujourd'hui. Mais est-ce que vous iriez faire jusqu'à faire un parallèle, par exemple, avec les religions qui promettent une forme d'immortalité, mais là aussi sous conditions. Et longtemps, les religions ont servi d'élément de contrôle du corps social. Alors, disons, voilà, on vous promet l'immortalité, mais à condition que.
Et là, encore une fois, j'y reviens. Google promet de vous aider à ce que vous restiez en bonne santé, mais à condition que... Oui, c'est sûr, mais comme je le disais au début, il y a des aspects métaphysiques dans ces progrès technologiques, mais il faut toujours se reposer la question, qu'est-ce qu'on veut nous? Il n'y a pas de fatalité technologique. La technologie, elle ne nous mène pas dans un sens ou dans l'autre. C'est nos propres conceptions qui lui impriment une certaine direction, et on a tout à fait le droit d'en faire autre chose de la technologie. Moi, je l'utilise beaucoup, mais à chaque fois, je prends soin d'utiliser des applications ou des logiciels propre, entre guillemets, donc que je maîtrise, qui ne m'envoie pas de notifications, qui normalement ne capture pas trop mes données, qui ne prennent pas en compte mon comportement ou mes recherches passées pour me livrer une solution. Donc tout ça existe, mais simplement il faut les choisir et il faut prendre du temps en fait et un peu d'énergie pour calibrer ce dont on a besoin. Et par exemple, on peut parfaitement se passer de Google. Moi, je passe de Google, j'utilise DuckDuckGo, où il y a Quant en Europe qui marche assez bien aussi, et qui sont des moteurs de recherche qui ne prennent pas en compte vos recherches passées. Donc on a la possibilité, enfin on n'est pas, il faut juste se creuser un peu la tête, mais c'est quand même un univers concurrentiel, l'Internet, et on n'est pas obligé d'être sur Google et Facebook. C'est un choix personnel qu'il faut assumer ensuite. Oui, alors justement, j'aimerais vous expliquer comment vous avez réussi à supprimer et votre compte Facebook et votre compte Twitter, ce qui paraît... je veux dire presque incroyable. D'abord, c'est effectivement incroyable parce que c'est très difficile à faire. C'est-à-dire que quand vous voulez supprimer votre compte Facebook, il y a encore eu, je l'ai fait il y a 5 ans, et il y a encore eu quelques mois, des notifications et tout ça. Je les ai appelés, j'ai dit, mais j'ai supprimé mon compte depuis longtemps. Ils me disent, mais non, et donc il a fallu... Il y a eu tout un process, c'était absolument pas simple de supprimer son compte. Et donc c'est intéressant de voir à quel point ces entreprises qui justement sont fondées sur le confort de l'utilisateur, qui pour ouvrir un compte c'est très facile, pour lui supprimer c'est très complexe. Mais après je trouve que ça permet de retrouver une certaine indépendance d'esprit, une certaine autonomie personnelle. Vous vous sentez mieux là? Je n'étais pas désespéré, mais c'est vrai que Twitter par exemple devenait vraiment addictif. C'est-à-dire c'est un truc sur lequel j'étais tous les jours, 20 fois par jour. Même au cours des repas, vous étiez là, quand ça sonnait, j'ai un follower de plus, enfin bref. Et ça a été douloureux, vous aviez 20 000 followers, du coup, voilà, on vous a coupé un bras là. Oui, mais alors d'abord, c'est pas nouveau. Quand vous lisez les essais de Montaigne, il se plaint des gens qui décachettent les lettres en pleine conversation, les lettres qu'on leur apporte. Donc, il y avait déjà des gens qui étaient un peu trop curieux des notifications qui arrivaient, qui avaient l'impression que la lettre allait être plus intéressante. Enfin, il y a toujours un truc plus intéressant qui arrive, quoi. Et donc, mais le fait de partir de Twitter, c'est d'abord, ça permet de retrouver une faculté de concentration, une forme de maîtrise de soi, ça c'est clair. Mais aussi, moi j'ai trouvé sur le plan intellectuel que ce que je vous dis est très banal, mais c'est, je pense, très vrai et pas assez connu. Ça ne fait que renforcer vos propres opinions et créer des camps binaires. Et donc, pour un intellectuel, en fait, c'est le pire truc à faire parce qu'on prend constamment des raccourcis et on n'est plus capable d'écouter vraiment l'argument adverse. Et donc, moi, je me suis remis à évoluer intellectuellement, à penser un peu différemment, à lire d'autres livres, à entendre des arguments opposés et même parfois à les épouser, depuis que j'ai quitté ce genre de plateforme j'ai rencontré les gens qui sont des neuroscientifiques qui travaillent pour Twitter et dont le métier est de fournir les éléments scientifiques de fonctionnement de notre cerveau qui permettent de maintenir ce processus d'addiction. Ça crée des gratifications dans le cerveau, c'est des circuits neuronaux qui sont connus, qui sont assez simples d'ailleurs, c'est le petit like, le petit truc, qui crée de l'excitation, et qui sont le business model de ces plateformes, puisque ces plateformes ne font de l'argent que sur l'attention qu'elles vous prennent et la data que vous allez leur fournir. On aurait pu les imaginer autrement, mais c'est comme ça qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Elles se monnaient, elles se payent sur les données. Donc il faut que vous en produisiez, et donc il faut retenir votre attention, et donc il faut créer de l'amour et de la haine, et des sentiments binaires, d'ailleurs c'est toujours ça, pouce en haut, pouce en bas. Et donc par construction, c'est pas parce qu'elles sont pas... C'est pour ça qu'on dit oui, il faut en faire un usage éthique et tout ça. Non, par construction, elles sont polarisantes. Et donc, je pense qu'elles sont nocives par construction et qu'il faut... ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réinventer. Il y a d'autres réseaux sociaux possibles. Il y a toujours des gens qui essayent de réinventer des réseaux sociaux différents et tout ça. Et donc,
c'est très bien de pouvoir communiquer avec les gens, mais là, ça a été construit sur un modèle économique qui est fondamentalement biaisé. Mais pour revenir à la question, et puis pour esquisser peut-être une conclusion, vous n'y croyez pas trop, vous, finalement, à cette promesse d'immortalité? Bah non, pas du tout, mais... Enfin, moi, ce que j'ai vu par exemple, dans l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de super intelligence. On dit, oh là là, attention, il va y avoir une intelligence artificielle qui va tout contrôler, et c'est ça le grand danger, en fait. Et on s'aperçoit que les gens qui font ça, enfin, qui promettent ça, c'est pas les computer scientists, c'est pas les informaticiens, c'est les physiciens. C'est des gens comme Bostrom, c'est des gens comme... l'autre nom m'échappe. Et c'est pareil sur la question de l'immortalité. C'est jamais les biologistes qui vous disent ça. Ray Kurzweil, c'est pas un biologiste, c'est une espèce de gourou informaticien. Et en fait, je pense que ça dévie l'attention ça fait rêver comme ça un peu, ou ça fait peur, mais ça dévie l'attention du public des vrais enjeux liés à ces technologies, des enjeux politiques contemporains. Donc pour moi, c'est notamment la question de la propriété des données, qui n'est pas abordée puisque les données aujourd'hui ne sont pas soumises au droit de propriété. Je pense qu'on réparerait beaucoup de choses si on attribuait un caractère patrimonial à la donnée personnelle, comme une voiture, comme une idée, pour le droit des brevets, le droit de propriété intellectuelle. Et que ça, c'est les vrais sujets cœur, en fait, et c'est les sujets sociétaux d'aujourd'hui, et que tous ces trucs d'immortalité et de super intelligence sont là un peu pour noyer le poisson, et sont assez régressifs sur le plan intellectuel. En fait, ça ne fait pas tellement rêver, vous, cette immortalité, parce que finalement, le sel de la vie, c'est justement qu'elle a une fin. Oui, et qu'elle a une fin et que d'autres en connaissent le début. Imaginez-vous, par exemple, que quand vous êtes immortel et vous rencontrez vos enfants, mais qui avaient 30 ans de différence avec vous quand ils sont nés, et puis il y a 30 ans de différence sur 800 ans ou 800 000 ans de vie, bah, c'est plus rien. Et donc, en fait, il n'y a plus de génération là-dedans. Et donc, c'est toute une manière de... En fait, la vie telle que vous la connaissez, que vous voulez prolonger, n'est plus la vie que vous vivrez en étant immortel, qui est quelque chose qui n'a plus rien à voir, et donc que vous ne pouvez pas désirer véritablement, puisque elle est inconnue et elle ne ressemble en rien à ce que vous voudriez prolonger aujourd'hui, parce que ce que vous voudriez prolonger aujourd'hui, c'est aussi une vie qui a l'expérience de la mort. Et juste avant de prendre les questions de la salle, moi je voudrais juste citer les dernières lignes. On va en prendre une question, parce que... Les dernières lignes de votre conte, l'enfer, qui se termine... Et bras dessus, bras dessous, sans un mot, nous marchâmes vers la maison aux épais murs de pierre noire dont la cheminée fumait et où nous attendaient le silence, la vieillesse et la mort. Le bonheur. Merci Gaspard Koenig. Merci. Merci à vous. Voilà, ouais, on arrête là. Faute de temps. Une petite question, même pas? Une petite question, si quelqu'un a une petite question. Et si on est reparti, non, voilà, pas de questions. C'est pas fait pour me déplaire, ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau des Assises. Et bon Tour de France. Allez, première table ronde de cet après-midi. L'éthique, les valeurs humanistes, l'homme, son bien-être sont-ils toujours au cœur de l'innovation? Les nouvelles technologies et l'éthique avancent-ils de concert? Le progrès, qui inclut normalement cette notion humaniste qui doit mettre l'homme au centre, n'est-il pas basé désormais uniquement sur l'évolution technologique? L'éthique humaniste est-elle compatible avec l'hypercroissance technologique? J'appelle Antoine Courmont, chargé d'études prospectives à la CNIL. Merci de nous rejoindre. Sylvane Casademont, directrice de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Bienvenue, madame. Bertrand Duplay, des fondateurs et directeur général de Roboté. Bonjour. En visio, Laurence de Villers, spécialiste des interactions homme-machine. Et également présent sur cette scène, Michael Krajewski, directeur du projet Intelligence artificielle du ministère des Armées. Et pour vous interroger, le retour de François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nos invités. Dame de Villers est avec nous en visio. Est-ce qu'on a le temps de l'éthique aujourd'hui? C'est ça le sujet de cette table ronde. Est-ce que nous prenons le temps de penser à la finalité, au questionnement éthique
dans la conception des nouvelles technologies. Alors on va en parler avec nos 5 invités qui portent évidemment ces questions-là fortement. Ce sont des gens très engagés dans des démarches éthiques et dans des domaines très pointus de la technologie, des domaines d'ailleurs assez divers. Et je vous propose, Madame de Villers, peut-être de commencer par vous, de vous présenter. Vous êtes professeur d'informatique, notamment à la Sorbonne. Et d'ailleurs, les questions éthiques, c'est pour ça que vous êtes à la Sorbonne aujourd'hui. C'est ce que vous m'avez dit. C'est d'abord pour porter ces questions-là. Vous êtes spécialiste. Alors, c'est une spécialité assez étonnante quand on lit ça. Alors, votre truc, c'est le dialogue oral et la robotique affective et interactive. Et vous m'avez dit, quand on a préparé cette table ronde, finalement, votre travail, c'est de faire en sorte que la machine se fasse passer pour l'homme, avec peut-être des tonalités d'émotion. Vous me direz si j'ai bien compris ou si je n'ai rien compris. Donc évidemment, ça pose des questions éthiques. Mais je vais vous laisser vous présenter. Vous nous entendez? Allez-y, vous avez la parole. Oui, je vous entends très bien. Je vous remercie pour cette présentation. J'ai commencé mon travail de chercheur par l'apprentissage machine et les réseaux de neurones en 1992, vous voyez, il y a un petit peu de temps pour travailler sur l'interaction humain-machine via la parole. Et je me suis toujours intéressée à des applications dans la santé, l'éducation, à travers des robots sociaux capables de parler, mais à travers des chatbots aussi, comme les enceintes vocales, Google Home, etc. Et mon sujet de recherche, c'était, à partir de 2000, d'essayer de mettre des capacités dans ces machines de détection de nos émotions pour mieux comprendre ce qu'on cherchait comme information. Et puis, trouver aussi des stratégies pour modifier la façon dont les systèmes allaient nous répondre, pour être aussi plus en adéquation avec ce que nous demandions. Par exemple, je vous donne un exemple. Hein. À l'époque, pour réserver un billet de train, les premiers systèmes qu'on mettait en œuvre, eh bien, si la personne disait « je voudrais un billet de train demain », elle le disait de façon un peu énervée parce qu'elle avait attendu, par exemple, la machine disait « j'ai pas compris votre question, veuillez répéter ». Donc maintenant, elle pourrait répondre « je sens que vous êtes en colère, mais vous allez avoir une réponse » ou faire des systèmes qui pourraient prendre en compte des inflexions de la voix comme ça avec de la colère. Donc, j'ai commencé comme ça et je me suis très vite intéressée pour juste dire qui je suis, donc à l'éthique autour de ces systèmes. Donc, j'ai rejoint la CERNA, qui était la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique en 2014 pour travailler sur l'éthique du chercheur en robotique et parler de ces sujets autour de l'affect et qui pourrait amener à une dépendance, à être isolé ou à pas bien comprendre quel est le lien avec ces machines. Et aussi, j'ai porté un sujet sur l'apprentissage machine et l'éthique, c'est-à-dire quels sont les biais de ces systèmes. Depuis, j'ai travaillé aussi au niveau international avec Ki3E, qui est une grande association de chercheurs mondiaux et qui a été initiée par les États-Unis. J'ai aussi maintenant, je participe à la CNPEN, donc Comité national pilote d'éthique du numérique. On a travaillé sur la télémédecine, le traçage, et on est en train de soumettre un résultat qui a été demandé par le Premier ministre, qui a demandé qu'on réfléchisse à 3 missions lorsque ce comité a été conçu. La mission sur la voiture autonome, l'aide à la décision médicale et les agents conversationnels, donc ces fameux dialogueurs, hein, et l'éthique. Et donc, nous sommes fondamentalement sur la compréhension de à la fois comment les ingénieurs doivent construire ces systèmes de façon robuste et non manipulatrice, et également comment on doit expliquer ce que peuvent faire ces systèmes pour amener tout un chacun, tout citoyen, à pouvoir, avec un certain libre choix, décider de suivre ou pas la décision proposée par la machine. Alors là, si je me permets de vous interrompre, il y a déjà une première question qui se pose. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de donner à ces machines un statut qu'elles n'ont pas et qu'elles n'ont pas à avoir? Tout à fait. Et donc, nous avons travaillé aussi là-dessus, c'est-à-dire que de façon naturelle, on projette sur des systèmes qui nous parlent des capacités humanisées.
C'est-à-dire, on leur donne un genre, par exemple, on pense qu'elles sont d'une certaine manière intelligentes, et nous cherchons donc à montrer qu'on anthropomorphise beaucoup trop en fait ces systèmes. Alors certains développeurs de ces solutions dans l'industrie vont chercher aussi à utiliser cela. Et donc il y a là une espèce de tromperie. Donc on est très au fait de le statut. Qu'est-ce que c'est? Je prends un exemple. Vous prenez un agent conversationnel que j'appelle aussi un chatbot, qui est la même chose, donc qui vous répond, un dialogueur, et vous lui donnez un avatar, par exemple, qui serait un personnage que vous habillez avec une blouse de docteur. Et ce personnage est censé vous répondre sur votre dossier médical ou des choses comme ça. Donc j'ai vu ce genre d'objet qui est déjà existant au CHU de Bordeaux, il y en aura de plus en plus un peu partout, il y en a dans le monde entier, ça se déploie. Donc des systèmes qui vont automatiquement discourir avec vous, ça a un vrai intérêt parce que les gens ne sont pas disponibles 24 heures sur 24, 7 sur 7, qu'on peut reposer les questions. Il y a tout un tas d'intérêts collectifs, hein. Mais il y a aussi le fait que le statut, là, peut être confondu parce qu'on imagine qu'il a la stature, un rôle social de médecin, alors que ce n'est pas le cas. Et donc, il faut vraiment faire attention et dire qu'il y a des règles éthiques à mettre, c'est un peu faire comprendre qu'il y a des limites à ne pas dépasser et puis que nous avons tendance justement à projeter sur ces machines des responsabilités qu'elles n'ont pas. Voilà. Quand la machine parle, juste pour une phrase, quand elle parle, elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle n'a pas conscience, elle n'a pas réfléchi pour produire la phrase au sens humain. C'est donc quelqu'un qui a mis un moteur pour faire cela. Et elle est donc en aucune manière responsable de ce qu'elle dit. Alors, on reviendra sur toutes ces questions tout à l'heure. Je rappelle au passage que vous êtes membre de la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique. Sylvane Casademont, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historienne, vous avez travaillé longtemps dans le privé et vous dirigez aujourd'hui l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Alors, si j'ai bien compris, cet institut, en fait, accueille des gens au profil très différents, mais qui sont passionnés par ces questions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours et sur cet institut? D'accord. Mon parcours, c'est en gros à peu près à mi-temps public et à mi-temps privé, en commençant par le privé. Donc, j'ai été formatrice consultante et puis ensuite, dans le public, directrice de la communication et de 2 instituts, dont INRIA, qui est l'Institut du numérique. Un directeur de la communication d'un institut comme INRIA, il fait de la culture scientifique, c'est-à-dire qu'il essaie de faire comprendre à tous les publics quelles sont les recherches que produisent les chercheurs et les scientifiques. Et sur le numérique, ce n'était pas forcément facile de faire comprendre toute la difficulté, toute la complexité des recherches. Bon, donc, culture scientifique. Bon, j'ai ensuite été au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en charge des questions de culture scientifique auprès du directeur général. Et donc, je me retrouve aujourd'hui à l'IHEST, qui est un institut de formation et qui fait partie du domaine culture scientifique, sciences, société du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, c'est donc un institut public qui est sous tutelle de ce ministère, qui a été créé avec la vocation de rapprocher le monde académique et la société, en particulier le monde des entreprises et sciences et technologies. Donc, à l'origine, il devait faire le pont vers des populations très diversifiées entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le transfert de technologie vers l'industrie. Avec une question majeure, comment exercer son esprit critique ? Alors, en fait, c'est ce que vous apportez aux gens qui viennent chez vous. Voilà, comment peuvent-ils demain exercer leur esprit critique ? Exactement, c'est-à-dire qu'on avait cette mission de rapprocher sciences, technologie, société. Cette mission, elle est en train d'évoluer. On a été créé il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on remarquait une certaine fascination de nos publics. Alors, bon, nos publics, je n'ai peut-être pas précisé, mais c'est à la fois des hauts responsables, c'est des cadres supérieurs, des entreprises, des administrations. Il y a évidemment des cadres de l'administration, de l'enseignement supérieur et de la recherche, des chercheurs aussi qui font partie de ces populations. Donc on forme aussi les chercheurs à la relation sciences-société et on forme les entreprises à la relation avec le monde académique. Donc c'est dans une promotion qui réunit toutes ces populations.
et on constatait une certaine fascination pour la technologie. Ça a été le cas jusqu'à peu près vers 2013-2014. Ça a commencé à tourner et là, on a commencé à développer un certain esprit critique dans les promotions de l'IHEST, chez les auditeurs eux-mêmes, mais également chez les chercheurs qui interviennent à l'IHEST. Donc, je vois ici Serge Tisseron, l'IHEST a organisé des ateliers du numérique. Et je me souviens d'avoir entendu Serge qui faisait des communiqués sur ce sujet-là. Donc, très tôt, dans les années 2010-2015, l'IHEST a commencé à prendre davantage de recul sur les questions de technologie. Mais c'est vrai qu'il y a eu une époque de fascination. Évidemment, c'est évidemment indispensable pour ensuite aborder les questions éthiques qui sont absolument centrales. Alors, je vais vous présenter maintenant quelqu'un qui a été longtemps spécialiste, grand connaisseur de pif gadget et de métal hurlant. C'est surtout quelqu'un, Bertrand Duplat, qui a, je crois, pas loin d'une 50aine de brevets à son actif, qui a créé une société dont il va nous parler et qui produit des tout petits robots, plus petits, m'a-t-on dit, qu'un grain de riz, des petits robots qui vont ensuite explorer nos cerveaux. Alors évidemment, c'est fascinant, ça peut faire peur, mais c'est fascinant aussi. Votre parcours, Bertrand Duplat, qui est assez original. Effectivement, j'ai commencé par Pif Gadget et puis ensuite Métal Hurlant a eu un rôle très important, mais je vais pas développer ici. Ensuite, je suis ingénieur. J'étais chercheur à McGill à Montréal en robotique, à une époque où McGill venait de terminer, enfin le Canada venait de terminer le Canada Arm, donc c'était un âge d'or de la robotique au Canada, donc c'était vraiment très intéressant. Ensuite, je suis revenu en France, j'ai travaillé dans les domaines de la robotique, qui était l'opération un peu extrême, dans le spatial, dans le sous-marin, dans le nucléaire. Dans le spatial, qui m'intéressait plus, en Europe à l'époque, il n'y avait pas de projet autre que des dossiers sur lesquels j'avais travaillé. Donc je me suis tourné, j'en avais fait un peu déjà à McGill, vers le virtuel. J'ai fait de la robotique virtuelle, j'ai créé une société qui s'appelait Virtools, pour créer justement une forme d'intelligence robotique pour des jeux vidéo, pour des applications industrielles. Et puis, depuis, mon parcours a poursuivi. J'ai vendu ensuite cette société à Dassault Systèmes. Et depuis 6 ans, j'ai cofondé Roboté, effectivement, après avoir vu très proche de moi quelqu'un qui avait besoin d'intervention, enfin qui avait une pathologie grave du cerveau et sur laquelle on ne pouvait pas intervenir. Donc j'ai vu ce que c'était de ne pas pouvoir intervenir. Et donc il y a 6 ans, j'ai démarré Roboté. Roboté qui développe des micro-robots. Donc des micro-robots, ça signifie des très petits robots. Microscopiques, ça veut dire submillimétriques. Donc c'est effectivement proche de la taille du grain de riz. C'est quelque chose qu'on voit à l'œil nu, mais pas très bien. Il faut le regarder vraiment au microscope. Et ce sont des micro-robots qui sont destinés à aller dans le cerveau et dans d'autres endroits du corps, à des endroits extrêmement précis, très difficiles d'accès, et à des endroits pathologiques pour soigner. Ce sont vraiment des robots thérapeutiques. On est à la fois des roboticiens, mais on met ça totalement au service de la médecine. Ce sont vraiment des robots pour faire les diagnostics et puis ensuite pour les thérapies. Et aujourd'hui, ce ne sont pas des robots qui sont encore disponibles. On est en cours de développement de ces micro-robots. Et c'est important, il y a encore pas mal d'années devant nous pour que ça arrive sur le marché. Alors, il faut bien préciser que la recherche sur les maladies du cerveau, elle avance, mais il y a encore énormément à faire, énormément à découvrir. Il y a encore beaucoup de maladies du cerveau que l'on ne peut pas guérir. Et donc, vos recherches, évidemment, elles apportent un espoir formidable pour le traitement de ces maladies. Alors, je crois que malheureusement, la plupart de ces maladies, on ne les traite pas vraiment aujourd'hui. Et effectivement, la recherche avance beaucoup sur ces sujets. Et donc, il y a toutes les maladies, tous les cancers, donc toutes les maladies tumorales, il y a toutes les maladies neurologiques, donc plutôt neurodégénératives, il y a les AVC, etc. Et donc, il y a énormément de traitements, notamment des traitements locaux qui sont développés. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe un robot. Il y a déjà des robots chirurgicaux et même des robots neurochirurgicaux, mais ce sont des gros robots qui prennent la place, enfin, qui prennent les instruments du neurochirurgien et qui, sous le contrôle des neurochirurgiens ou de radiologues interventionnels, sont au service donc, du thérapeute. Mais il y a aussi toutes ces nouvelles thérapies, thérapie cellulaire, thérapie génique, immunothérapie, qui ont besoin de vecteurs pour qu'on les amène à destination, c'est-à-dire aux zones souvent, enfin, zones très pathologiques qui, au début de la pathologie, quand on peut encore la soigner, sont souvent petites et très localisées. Et ce qu'on développe, on développe ce type de vecteur, un micro-robot, pour aller à ces endroits-là, voilà, pour déposer ce que développent tous ces chercheurs
dans ce domaine. Et il est important que la recherche avance, et je rappelle ce que disait Yves Coppens ce matin, il ne faut pas avoir peur de la recherche qui avance, au contraire, il faut l'encourager à avancer. Maintenant, si le dictateur de Corée du Nord était dans la salle, il vous dirait, votre histoire, là, ça m'intéresse, est-ce que vos petits robots là, ne seront pas capables demain de dominer le cerveau, de le contrôler? Alors, effectivement, si on appelle ça des robots, ce que c'est également, ça fait extrêmement peur. Si on dit que ce sont des extrémités robotisées de cathéters, par exemple, c'est autre chose. On y prête un petit peu moins attention. Donc il y a quand même toute une dimension de fantasme qui est liée à la rhétorique ou tout simplement au vocabulaire qu'on utilise et à l'imagerie qu'il véhicule. Les robots qu'on développe sont vraiment des robots qui sont d'abord au service des thérapies, de la médecine. Donc déjà, on n'a pas tellement de problèmes pour l'instant avec la Corée du Nord, on n'a pas été confronté. On a la problématique de l'augmentation de l'homme et on ne travaille pas sur ce sujet. Par exemple, on a vraiment choisi, nous tous, dans l'équipe et tous les chercheurs avec lesquels on travaille, on est vraiment sur de la thérapeutique. Et ensuite, ce sont des robots qui sont entre les mains de médecins et de neurochirurgiens et qui sont contrôlés, qui sont pilotés, qui sont programmés par ces médecins et qui demandent quand même, pour être mis en œuvre, donc ces micro-robots, un très bon niveau de technicité et de médecine. Donc il y a un énorme filtre avant de pouvoir les mettre en place. Et on ne peut pas imaginer que ce soit des robots qui volent et qui viennent, pendant le sommeil, rentrer par le nez chez des kidam pour les contrôler. On n'en est pas là du tout. Cette question de l'interdisciplinarité, on va, je crois, beaucoup en parler pendant cette table ronde, parce que toutes et tous, lorsqu'on a eu nos échanges en individuel avant la table ronde, vous l'avez évoqué, en disant que c'était quelque part une garantie. Madame de Villers, je vous donnerai la parole là-dessus tout à l'heure, mais je voudrais d'abord présenter quelqu'un, alors qui n'est pas un agent secret, Michael Krajewski, mais qui est directeur de projet intelligence artificielle pour l'Agence de l'innovation et de la défense. Donc c'est une agence du ministère des Armées. Vous n'êtes pas militaire, vous n'êtes pas non plus ingénieur de l'armement, vous êtes universitaire. Alors déjà, on se dit comment ça se fait qu'un universitaire arrive au ministère des Armées, c'est pas classique. Comment êtes-vous arrivé là et que faites-vous aujourd'hui? Quel est le rôle de cette agence? Alors comment j'y suis arrivé? Je qualifierais ça des hasards de la vie. Certains diront un heureux hasard, d'autres peut-être moins. Mais dans mon parcours, vous l'avez dit, je suis prof d'université au départ et informaticien. J'ai fait toute une carrière de prof à la fac, où je m'intéressais aux questions de simulation numérique. Et on a parlé beaucoup de simulation numérique aujourd'hui. Peut-être qu'il faudrait rappeler quelque chose de très simple, c'est que l'informatique et la simulation numérique, ça repose sur 4 piliers. La donnée, on en a beaucoup parlé, les algorithmes, les machines, et il ne faut pas oublier l'interaction avec l'utilisateur, donc l'être humain. Et je pense que c'est essentiel de rappeler ces 4 dimensions, et le terme d'intelligence artificielle est très mal choisi. C'est une aide à la décision, en fait. C'est une aide à la décision, c'est surtout développer certaines capacités de calcul, de raisonnement, qui vont nous permettre de prendre une meilleure décision. C'est ce qu'on souhaite. Alors, comment j'ai rejoint le ministère des Armées? Alors, il existe un autre institut que l'IHEST, que je connais très bien, évidemment, étant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y en a un autre qui s'appelle l'Institut des hautes études de la défense nationale, l'IHEDN, qui est rattaché au service du Premier ministre et non pas au ministère des Armées, et qui a pour vocation de susciter l'esprit de défense dans toutes ses dimensions. Et j'ai, par curiosité intellectuelle, et ça va répondre à votre question, rejoint l'IHEDN parce que j'avais des travaux soutenus par le ministère des Armées en tant qu'universitaire, et je me posais la question de, finalement, pourquoi les militaires s'intéressaient à ce que je pouvais faire. Et j'ai voulu tout simplement avoir une réponse à cette question. Alors, je ne suis pas sûr de l'avoir eue. Par contre, ça m'a permis de découvrir tout un monde que je ne connaissais pas bien, le monde, effectivement, des armées. Et quand vous m'avez invité, je me suis dit, oulala, c'est un petit peu casse-gueule, parce qu'on va me demander de parler pour le ministère des Armées, alors que je ne suis pas du tout de formation un militaire. Je suis informaticien. Et l'informaticien, dans sa formation, en tout cas dans mon cas, je n'ai pas eu de formation à l'éthique. Alors que les médecins l'ont eu, que les militaires l'ont aussi. Pourquoi ? Je pense que fondamentalement, c'est parce qu'ils ont un rapport à la vie ou à la mort qui est extrêmement fort. Et donc, eux, très tôt, sont confrontés à l'éthique, non pas d'une façon intellectuelle, et ça a été dit ce matin, que ces comités d'éthique, notamment dans les entreprises, chez Google ou chez Facebook, je ne suis pas sûr que ça soit très sincère comme démarche. Par contre, chez le militaire, chez le médecin, il est confronté tous les jours à des choix éthiques. Et donc, lui s'appuie sur son expérience et sur l'expérience des générations qui l'ont précédé pour prendre la meilleure décision possible.
Et je pense que c'est ce qui les réunit aujourd'hui. Donc on a vu que l'intelligence artificielle peut sauver des vies. Ça peut être aussi une arme de guerre. Oui, mais donc pour sauver des vies aussi. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire tous les jours. Alors je vais resituer, effectivement, je travaille aujourd'hui à l'Agence d'innovation défense. L'Agence d'innovation défense a été créée il y a bientôt 3 ans, dans le cadre de la loi de programmation militaire actuelle, et vise à favoriser l'innovation sur le temps court et sur le temps long. Sur le temps court, c'est une innovation à 3 ans. C'est celle qu'on peut anticiper. Sur le temps long, c'est peut-être celle qui est plus difficile à prévoir. Or, les militaires ont quelque chose qu'ils ont en horreur, c'est la surprise, notamment ce qu'ils appellent la surprise stratégique. C'est-à-dire de ne pas avoir anticipé une action d'un adversaire potentiel qui nous mettrait en grande difficulté et qui pourrait nous affaiblir. Donc, l'Agence d'innovation essaye de répondre à ces questions dans toutes ces dimensions. Donc, elle soutient aussi bien des projets de recherche très fondamentaux par des dispositifs de financement de tests. C'est ce que j'ai eu quand j'étais chercheur. Donc on est très très loin des applications militaires. Je n'ai jamais développé d'applications militaires en tant que telle. Par ailleurs, on soutient aussi des projets qui vont trouver des applications dans des systèmes opérationnels, parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. C'est un moyen de garantir notre supériorité opérationnelle future, suivant 3 grands principes. Et là, je rejoins votre question sur l'éthique. 3 grands principes qui ont été énoncés par la ministre des Armées lors d'un discours à Saclay. Donc vous voyez, c'était à Saclay, c'était pas n'importe où. Chez les ingénieurs de Saclay. En 2019. Et elle avait rappelé que oui, le ministère des Armées allait développer des technologies à base de l'intelligence artificielle pour ses systèmes de défense, en respectant 3 grands principes. Le premier des principes, et c'est important de le dire, c'est le respect du droit international humanitaire, ce que beaucoup de pays oublient aujourd'hui. Le deuxième grand principe, et on n'a pas beaucoup évoqué celui-là, c'est maintenir un contrôle humain suffisant dans ces systèmes, notamment en termes de prise de décision. Et le dernier grand principe, c'est les questions de la responsabilité. Et dans le monde des militaires, la responsabilité, c'est celle du chef. Donc c'est garantir qu'à tout moment, il y a un respect de la chaîne de commandement. Alors, tout ce qui est militaire, tout ce qui est défense, aime bien le secret. C'est en tout cas l'image qu'on peut en avoir quand on est de l'extérieur. Or, si on parle d'éthique, qu'est-ce qui garantit en fait que notre cheminement est un cheminement éthique? Madame de Villers, je vais vous donner la parole. Après, on parlera de notre dernier invité, mais Madame de Villers, vous avez beaucoup insisté sur cette question-là, la question de la transversalité, de l'interdisciplinarité. Et vous m'avez dit, la préoccupation éthique, elle est forcément portée par des équipes interdisciplinaires. C'est parce que c'est une garantie. Alors c'est sans doute vrai aussi, j'imagine. C'est un peu ce que je vous ai dit, non? Oui. Je vous ai dit que je n'étais pas militaire. Oui, mais je voulais voir si vous étiez vraiment d'accord sur cette chose. C'est vrai que vous n'êtes pas militaire, mais vous êtes au ministère des Armées maintenant. Donc, Madame de Villers. Oui. Alors, je suis pour l'interdisciplinarité, notamment sur l'éthique de ces systèmes. Je vais vous expliquer un peu pourquoi et comment je vois les choses. Je viens de monter en fait une chaire sur la robotique aussi et les chatbots et sur le nudging. Le nudging, c'est une théorie qui vient de l'économie comportementaliste, qui est l'idée que on peut vous inciter à faire des choses en prenant en compte vos biais cognitifs et grâce à la détection, par exemple, de l'affect que vous aurez, modifier les stratégies du système dans les recommandations, mais aussi avec un chatbot. Et c'est assez utilisé et tout à fait invisible. Et ces théories qui viennent du monde de la psychologie ou de l'économie ou de la sociologie sont utilisées par les informaticiens pour créer des modèles qui sont plus habiles. Et il me semble que pour parler d'éthique et pour bien mesurer, auditer dans le temps court, dans le temps long d'usage ces systèmes, il est nécessaire qu'on développe des équipes qui soient pluridisciplinaires et qui travaillent sur l'éthique dès la conception des systèmes pour comprendre si effectivement ça respecte une décision possible de la personne en face, c'est-à-dire qu'elle soit qu'il y ait du opt-in, si vous voulez, c'est-à-dire une transparence sur les capacités du système et une possibilité de sortir de l'interaction avec ce système, qu'on respecte la dignité aussi de la personne, ça va un peu avec cela, c'est-à-dire qu'on puisse respecter sa nature propre de décideur, donc c'est vraiment une aide à la décision. Et je suis vraiment sur le 4e pilier dont vous venez de parler tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement cette interaction fine et forte qu'on va avoir avec les machines de plus en plus, et le fait qu'on va travailler sur une co-responsabilité autour des personnes
personnes qui conçoivent ces machines, des personnes qui leur apprennent grâce à des données et qui les suivent le long de leurs usages. Et je pense que ces co-responsabilités sont à trouver. On n'a pas encore tout à fait l'écosystème pour gérer cela. Donc d'un côté, on va travailler sur la robustesse de ces systèmes et il faut des recherches de pointe. Et de l'autre, donc je crois qu'il y a eu un temps d'arrêt. Oui, mais on vous entend bien, allez-y. D'accord. Et de l'autre, il faut donc en pluridisciplinarité être capable d'aller déceler, lorsque je ne connais pas du tout l'architecture de la machine, si elle se comporte de façon adéquate. Que ce soit pour un médecin qui va travailler sur une plateforme qui l'aide à la décision sur la présence d'un cancer ou pas dans les radios, ou que ce soit un chatbot qui vous donne des conseils de n'importe quelle nature, que ce soit un aide au psychiatre qui va aussi faire des entraînements qu'on pourra faire chez soi, qui seront d'une grande utilité pour le suivi d'une pathologie sur le long terme, une dépression par exemple, ou d'autres traumatismes en psychiatrie. Je pense qu'il faut comprendre qu'il ne faut pas avoir peur de tout cela, mais à condition qu'on respecte ces règles éthiques et qu'on mette en œuvre en fait des mécanismes qui soient décidés par des comités qui puissent dire effectivement ça respecte un certain nombre de nos valeurs fondamentales, que sont les valeurs du droit de l'homme et la dignité humaine. C'est différent de la médecine, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, de la médecine et de l'armée, mais pas si différent que ça, parce que quand vous serez dans votre voiture avec des capteurs par-dessous, l'homme est du coup dans la boucle avec ses machines, et l'humain, il doit être respecté et il doit être au centre des décisions que vont prendre ces systèmes, en tout cas les comprendre. Et cet aspect aussi d'encapacitation, qu'on appelle empowerment en anglais, est nécessaire et doit venir aussi des constructeurs. Donc dans cette boucle, je mets une interdisciplinarité forte, parce que pour construire une médiation, pour construire une explication de ce que font ces systèmes, nous avons besoin de discuter ensemble. Donc l'éthique, c'est du collectif, c'est un peu l'idée qu'on peut retenir. Alors notre cinquième invité, si je vous dis informatique et liberté, on pense tout de suite à la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Antoine Courmont, vous êtes chargé d'études prospectives à la CNIL. Alors peut-être d'abord, tout le monde connaît la CNIL, mais en fait concrètement, la CNIL, c'est quoi? C'est combien de personnes? Vos missions? La protection des données, on y est tous effectivement sensibles, on va en parler. Vous avez la parole. Ça doit marcher normalement. Pardon. Voilà, oui. Très bien, on vous entend. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Si, bienvenue. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je travaille à la CNIL en tant que chargé d'études. Donc ça c'est mon titre officiel. En fait, ma discipline c'est que je suis sociologue. Et donc que vient faire un sociologue à la CNIL? Donc je vais présenter la CNIL tout d'abord. Donc la CNIL créée en 1978, qui est une autorité administrative indépendante pour assurer la régulation en matière de protection des données personnelles des individus et s'assurer, c'est l'article 1er de la loi informatique et liberté de 1978, que l'informatique soit au service des citoyens et soit respectueux des droits de l'homme. Et ça, c'est un point très important et ce qui va différer la législation européenne en matière de protection des données d'une législation qu'on pourra retrouver dans d'autres continents. Et donc la CNIL aujourd'hui, a plus de 40 ans d'existence, a été remis sous les feux de la rampe avec l'entrée en application du règlement général pour la protection des données en 2018. Et aujourd'hui, c'est une autorité qui regroupe environ 220 agents qui a deux grandes missions principales, on va dire. D'une part, c'est s'assurer que les organismes, les entreprises, les acteurs publics, les associations respectent cette réglementation, donc assurer la mise en conformité et les accompagner pour cette mise en conformité avec les innovations technologiques et que cela peut, les modèles économiques nouveaux, etc. Mais le cadre réglementaire reste le même, et je pense qu'on y reviendra. Et donc ça, c'est le premier versant de la CNIL. Et le deuxième versant, c'est un versant plutôt de contrôle et de sanctions. Et donc, du coup, de mener une politique de contrôle auprès de ces mêmes organismes et éventuellement de les sanctionner s'ils ne respectent pas la réglementation. Donc ça, c'est les deux grandes missions. Et parallèlement à ça, on a aussi évidemment toutes des missions d'accompagnement des individus au quotidien dans la mise en œuvre de leurs droits, dans la sensibilisation à la protection des données personnelles. Et c'est là en partie où nous, on intervient dans le laboratoire. On a un petit laboratoire au sein de la CNIL, laboratoire d'innovation numérique, qui est
pluridisciplinaire, et donc ça revient sur ce qui a été débattu avant, et qui regroupe en fait à la fois des ingénieurs, des designers, des sociologues, pour essayer d'anticiper l'innovation, ce qui va impacter le régulateur, pour essayer aussi de mieux comprendre les usages, qu'est-ce que font les entreprises, les organisations, mais aussi surtout les citoyens au quotidien avec les données personnelles, et comment la CNIL peut les accompagner au quotidien. Est-ce qu'il n'est pas vain de parler de protection des données? Alors la CNIL fait un travail important. On peut au passage rappeler que l'Europe a été en pointe sur la question de la protection des données. Avec le règlement RGPD, on le doit à l'Europe, il faut aussi le dire. La CNIL fait un travail important. Est-ce qu'il n'est pas vain de parler de protection des données quand on connaît les activités, notamment des grands acteurs du numérique, qui donnent parfois le sentiment de se moquer de nos données comme de leur dernière chaussette, si je puis m'exprimer ainsi. Ils font de l'argent avec, parce que les données, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent, c'est énormément d'argent. Est-ce que c'est pas vain de se battre contre ça? Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement de demander beaucoup aux entreprises françaises, alors que pendant ce temps-là, les grands acteurs du numérique, assez souvent américains, font n'importe quoi? Alors, le règlement général pour la protection des données, qui est européen, et c'est une innovation majeure, n'est pas uniquement pour les entreprises européennes, mais il concerne toutes les données, les entreprises ou les organismes, pas que des acteurs privés, de tous les citoyens européens. Et donc, c'est bien plus large que uniquement l'application pour les entreprises françaises ou européennes. Ensuite, d'autre part, donc, effectivement, vous avez des grands acteurs de l'économie numérique dont le modèle économique est basé sur la valorisation des données personnelles des individus. Mais ce n'est pas les seuls. Et en soi, la CNIL n'est pas contre l'innovation et pas contre la valorisation autour de modèles économiques des données. On a tout un tas de services qui sont très utiles au quotidien pour la population. On en utilise tous les jours. Et donc nous, on est là plutôt pour accompagner l'innovation, mais pour l'accompagner dans un sens favorable à l'intérêt général, tel qu'il a été défini par le législateur au niveau européen et qui est inscrit dans le RGPD. Donc nous, c'est assurer la bonne conformité et s'assurer donc que l'usage, la collecte et le traitement des données personnelles n'aillent pas à l'encontre des libertés individuelles et collectives. Alors, on a parlé du... Oui, Madame De Villers, vous voulez intervenir? Allez-y, je vous en prie. C'est important que vous échangez aussi entre vous. Ouais, désolée d'être en distance. Juste sur les données, moi je voudrais revenir sur un point qui est important à comprendre, je pense. Qu'est-ce que c'est que la donnée privée? On nous bassine sur on va vendre si vous étiez propriétaire de vos données privées, rien ne serait pareil, etc. Mais qu'est-ce que ma donnée privée? Lorsque je suis sur Facebook en photo avec des amis, eh bien, c'est pas ma donnée privée, c'est celle aussi de mes amis. Mon génome, est-ce ma donnée privée ou est-ce partagé avec mes parents? Il faut se poser des questions quand même sur la nature elle-même des données. Ensuite, monnayer ces données propres, ce n'est absolument pas une bonne solution. Et il faudrait au moins pouvoir expliquer comment on gérerait cela si on amène ce sujet comme ça sur le terrain des solutions. Il me semble que nous avons tout à gagner à mettre en œuvre une mutualisation de nos données en les respectant avec les règles du RGPD qui ont très bien été expliquées par la CNIL et qui est un acteur fondamental dans notre écosystème en France et j'espère en Europe qu'il y aurait les mêmes genres de comités existants. Et il faut absolument mutualiser ces données pour arriver à une technologie plus de pointe et pouvoir être en avance aussi, ou en tout cas à égalité avec les GAFA qui viennent les détourner sans demander la permission. Sur les données, qui est une question très importante, pour nous à Ouest France, je regarde Louis Eschlard, notre président qui est ici, président du directoire, la question des données c'est majeur. Nous souhaitons, puisque nous publions beaucoup d'informations, nous souhaitons être absolument exemplaires sur cette question-là. Et nous sommes, comme beaucoup de médias, souvent sollicités pour des gens qui nous disent j'ai fait ça il y a quelques années, Ouest France l'a raconté. C'était un événement éventuellement heureux ou parfois des événements moins heureux. J'aimerais qu'on efface ma donnée, voilà, parce que j'ai envie de passer à autre chose. Alors, on regarde chacune de ces interpellations avec beaucoup d'attention évidemment. Mais il arrive parfois, je vais vous donner un exemple très précis, à quelqu'un qui avait un jour s'était présenté à une élection sous une étiquette politique et qui, quelques années après, nous dit « Moi, je voudrais que vous effaciez, parce que ce sont mes données personnelles, je voudrais que vous effaciez tout ça, parce que voilà, j'ai changé ma vie, je n'ai plus le même engagement politique. » Et nous nous disons, finalement, est-ce qu'en voulant protéger les données dans un cas comme ça, on ne va pas finir par effacer la mémoire collective? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce qu'on ne va pas finir par brûler toutes les archives et les bibliothèques au nom de la protection des données? C'est un peu provocateur, ma question, évidemment. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça, Antoine?
Vous soulevez un point très important. Hein, donc, je le rappelle, effectivement, donc les droits en matière de protection des données sont essentiellement attachés aux individus. Vous avez tous, chacun, des droits concernant les flux d'informations qui vous concernent. C'est ce qu'on appelle un paradigme de l'autodétermination informationnelle. Et parmi ces droits techniques qui ont été élaborés en France en 1978 et qui ont été repris par le RGPD, il y a notamment le droit à l'effacement d'un certain nombre de données, le droit à la correction d'un certain nombre de données et plus récemment le droit à l'oubli et le droit au déréférencement. Le droit au déréférencement a émergé à partir de la montée en puissance des moteurs de recherche qui, avec leur capacité à retrouver des informations qui étaient enfouies dans des systèmes d'information, dans des sites internet, ont rendu visibles des informations anciennes que certains veulent garder plutôt dans leur passé et ne souhaitent pas rendre accessibles si facilement. Et effectivement, puisque ça peut nuire à la réputation individuelle, et nuire à la réputation individuelle et avoir des répercussions très concrètes sur votre vie quotidienne. Aujourd'hui, quand vous postulez à une entreprise, ça arrive très régulièrement que l'employeur tape votre patronyme dans Google et vérifie les informations qui ressortent. Donc vous pouvez choisir de maîtriser l'identité qui est donnée de vous en ligne, et c'est très important. Et pour cela, vous pouvez demander le déréférencement d'un certain nombre de sites internet, pour des raisons qui peuvent être, vous êtes propre, le droit à l'oubli auprès de certains médias, effectivement. Mais effectivement, ce droit peut entrer en opposition ou en conflit avec d'autres droits fondamentaux aussi pour nos sociétés. Vous avez cité le droit à la mémoire, mais c'est également surtout le droit à l'information. Et donc cette mise en balance entre droit à l'oubli, droit au déréférencement et droit à l'information est effectivement pas facile à appliquer. Donc il y a tout un ensemble de critères qui peuvent être choisis. C'est d'abord de quelles données on parle. Est-ce que les données sont particulièrement sensibles pour l'individu? Est-ce que c'est des données de santé, des données sur votre opinion religieuse, vos opinions politiques? Ça, c'est des données qui peuvent être particulièrement sensibles et que vous pouvez souhaiter voir effacées. Le deuxième critère très important, c'est également quelle est la notoriété de la personne qui en fait la demande. Est-ce que cette personne a une notoriété publique ou est-ce que c'est une personne qui a une notoriété assez faible et donc dans ce cas-là, on va peut-être plus facilement accéder à sa demande. Le troisième critère, c'est aussi dans quelle mesure est-ce facile d'accéder à cette information. Et là, souvent, il y a une demande de déréférencement, c'est-à-dire que l'information ne soit pas accessible facilement sur la première page du moteur de recherche, mais par contre, elle restera présente en ligne parce que c'est un droit à l'information et donc elle pourra rester sur les articles de presse qui ont été publiés sur la personne qui a participé à une campagne municipale un jour dans sa vie sur une étiquette. Mais c'est un point très important et je voulais aussi cette question de maîtrise de sa réputation individuelle, c'est un des premiers facteurs pour lequel la CNIL est sollicitée par les individus. Donc nous, on reçoit à peu près 14 000 plaintes de la part de particuliers chaque année. Et dans ces 14 000 plaintes, on a environ un tiers, c'est pour le retrait d'informations en ligne ou pour le déréférencement. Et donc c'est très important, hein, parce que ça a des impacts très concrets sur la vie quotidienne, pour l'accès à l'emploi, pour les relations sociales et autres des personnes. Michael Krajewski, vous avez rappelé tout à l'heure le sens aigu de l'éthique chez les militaires. Dans les écoles de formation, sous-officiers ou d'officiers, on sait que ça prend beaucoup de place et qu'il y a des moments de réflexion collective très, très, très poussés sur ces questions éthiques. Là, on parle d'intelligence artificielle, on parle de technologies très pointues, qui avancent très vite, qui progressent très vite. Depuis ce matin, on entend des choses extraordinaires. On parle de cette accélération fabuleuse. Comment pouvez-vous rassurer aujourd'hui les citoyens français? Nous sommes en démocratie, donc nous sommes tous extrêmement attentifs à ces questions-là et on a envie que nos armées, qui sont là pour nous défendre, le fassent dans le cadre du droit. Comment expliquer aux citoyens et garantir aux citoyens, mais surtout leur expliquer vos préoccupations éthiques dans un milieu qui, naturellement, et on le comprend bien, c'est pas un reproche, avait un peu la culture du secret. Le fait que je sois là aujourd'hui doit vous rassurer. C'est pas un espion qui est venu comme vous avez cherché à présenter. C'était pour vous provoquer un peu. Et vous pouvez taper mon nom sur Google et vous verrez que j'ai vraiment été prof d'université. Ouais. Non, mais plus sérieusement, je pense que le ministère des Armées communique assez largement sur ce qu'il fait, de façon publique et de façon accessible au grand public. Pour la question de l'intelligence artificielle, on a publié un rapport en 2019 qui s'appelle « L'intelligence artificielle au service de la défense », qui rappelle les priorités du ministère. Il y en a 7 en termes d'application, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle n'est pas une fin en soi pour le ministère des Armées. C'est bien les applications qu'on va développer qui nous intéressent, et on a défini
7 axes d'efforts prioritaires, parmi lesquels vous retrouverez des axes comme l'aide à la décision, la formation, mais vous trouverez aussi la transformation numérique du ministère, c'est-à-dire améliorer notre fonctionnement au quotidien, dans la gestion de l'énergie, et ainsi de suite, ce qu'on retrouve dans toute grande entité. Et puis au-delà de ça, pour répondre à cette évolution technologique, on a un comité d'éthique qui a été mis en place par la ministre des Armées et qui est indépendant de la ministre des Armées, qui est composé d'acteurs de la société civile et du ministère des Armées et qui doit pouvoir répondre à des questions et notamment revenir sur la licité de nos systèmes d'armes. Parce que je l'ai rappelé tout à l'heure, on a la France s'est engagée, s'engage depuis toujours à respecter le droit international humanitaire. Ces 3 grands principes. Et je vais le dire avec mes mots de citoyen, pas avec celui qu'emploierait un officier supérieur. Il y a 3 grands principes qui régissent le droit international humanitaire, qui sont un principe de précaution, un principe de distinction, et enfin d'une réponse graduée. Alors quand on dit précaution, c'est-à-dire qu'on n'a pas recours à la force en première solution. Quand on dit distinction, c'est-à-dire qu'on fait la différence entre un acteur civil et un acteur militaire. Et quand on parle d'une réponse graduée, eh ben, la réponse, s'il doit y avoir une réponse militaire, doit être en fonction des enjeux qui sont sur cette action. Et ces grands principes sont revisités régulièrement parce que la Convention internationale qui est régie dit bien que ça s'applique à tous les systèmes existants et les systèmes futurs. Donc en permanence, au niveau international, il y a de très fortes discussions sur ces questions. C'est comme ça qu'on a interdit, par exemple, les mines antipersonnelles. Pourquoi ces mines sont interdites ? Parce qu'elles ne respectent pas certains de ces principes. Elles risquent de toucher aussi bien des civils que des militaires, donc le principe de distinction est amoindri. Et par ailleurs, elles causent des blessures graves qui durent bien au-delà du conflit. Donc la réponse n'est pas graduée par rapport aux enjeux. Donc c'est pour ça que dans ce genre de discussion, on va évaluer. La France le fait à son niveau et porte sa parole au niveau international. Sur le côté démocratique, je vous rappelle que le ministère des Armées, et je l'ai dit tout à l'heure, l'IHEDN n'est pas rattaché au ministère des Armées, mais bien au service du Premier ministre, ce qui montre bien la position de la défense française dans la société civile. Et par ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une commission de défense à l'Assemblée nationale qui est habilitée au secret défense pour répondre à une partie de votre question, donc qui peut avoir accès à des informations considérées comme sensibles. Et par ailleurs, il y a une commission équivalente au Sénat. Donc très régulièrement, le ministère des Armées répond aux élus. Il y a des questions qui sont posées par les élus au ministère des Armées. Ils reçoivent une réponse qui est publique. La démocratie fonctionne. La démocratie fonctionne et très bien, heureusement pour nous. Sylvane Casademont, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé au cours de cette table ronde et que vous avez abordé lorsqu'on l'a préparé, qui était un sujet de préoccupation très fort, notamment des scientifiques qui posent des questions éthiques, c'est celle du réchauffement climatique, de l'urgence climatique. Et vous m'expliquiez que parmi tous les gens que vous accueillez, qui, je le rappelle, viennent d'horizons très divers, ça, c'est un vrai sujet de préoccupation lié à l'éthique. Alors, je vais répondre à votre question, mais avant, je voudrais réagir sur le sujet précédent, celui de l'information du public et de la formation, justement, du public. On a parlé, d'ailleurs, ce matin, les intervenants ont souligné en utilisant le terme éducation, parce que je pense qu'ils pensaient plutôt à des jeunes citoyens. Mais sur ces questions d'éthique numérique, y compris d'ailleurs de droit de droit individuel des données, encore faut-il que les citoyens soient informés et faut-il aussi qu'ils aient une certaine formation sur ces sujets-là pour comprendre de quoi on parle. Alors, c'est 67 millions de citoyens informés, c'est un gros boulot. Ce n'est pas l'IHEST qui a un budget de 2 millions d'euros et 10 personnes qui va y arriver, mais par contre, on peut commencer par les élites, c'est-à-dire, en général, on m'engueule quand j'utilise ce terme, mais je le revendique, c'est-à-dire les gens qui sont en situation de prendre des décisions pour les autres. Donc ces populations-là, c'est celles que nous formons. Il faut d'une part qu'elles comprennent véritablement de quoi on parle et qu'elles appréhendent la dimension du numérique dans sa totalité, aussi bien les données que l'intelligence artificielle, que les algorithmes, que les aspects techniques et les nouvelles technologies, mais aussi les usages. Donc on revient à la pluridisciplinarité. Donc on est dans un système social et le numérique ne peut se comprendre que dans un système social. Il y a la recherche d'un côté, mais la recherche, comme le disait Madame, il faut qu'elle soit pointue dans son domaine pour être au meilleur niveau.
mais elle doit non seulement utiliser les autres disciplines pour comprendre comment mieux se faire, mais aussi elle doit s'intéresser à l'ensemble du système social. Bon. Donc la formation à ces sujets-là est assez fondamentale. Alors, pour en revenir à votre question, et je crois qu'avec la notion de système, on est en plein dans le sujet. De façon, en témoignant simplement, depuis 3 ans, l'IHEST a un conseil scientifique. Le conseil scientifique détermine une thématique qui va être étudiée dans un cycle de formation qui dure 10 mois, donc c'est sur 1 an. On a un groupe de 40 personnes qui étudie une thématique à fort enjeu sociétal pendant 10 mois, et c'est découpé en sous-thématiques, et ce sont les chercheurs qui sont les formateurs. Donc, depuis 3 ans, depuis 2018, le Conseil scientifique nous a fortement préconisé d'étudier les transitions, en disant, en fait, il y a toujours eu des transitions dans l'histoire. Enfin, l'histoire de l'humanité, c'est une histoire d'époque charnière et de transition. Mais il y a 2 transitions qui n'ont jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. C'est la transition numérique, précisément, et la transition écologique. C'est-à-dire le réchauffement climatique d'origine anthropique. Le réchauffement climatique, bon, d'origine naturelle, on sait que ça s'étale sur des milliers d'années. D'origine anthropique, ça s'étale sur, pour le moment, depuis 150 ans. Donc ces 2 transitions-là sont fondamentales. Donc le Conseil scientifique nous a conseillé de lier ces 2 sujets-là et de voir, et une collègue ce matin dans la première table ronde l'a évoqué, de voir comment d'ailleurs la transition numérique peut aider à résoudre la question climatique, mais en retour, comment elle peut aussi contribuer à la détériorer. Bon, alors ça c'est le Conseil scientifique. Quant aux auditeurs, ils ont été assez surpris la première année que l'IHEST se mette à faire de l'écologie. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Une bande d'écolos qui arrive à l'IHEST. Et très rapidement, en pratiquant justement l'étude un peu globale et interdisciplinaire que proposaient les chercheurs, ils se sont aperçus que c'était indispensable de lier les 2 aspects. Et on ne pouvait pas aujourd'hui étudier les questions de la technologie et les questions éthiques, d'éthique sociale, sans replacer ça dans la question climatique qu'il va falloir résoudre à moyen terme, c'est-à-dire à horizon 2050-2100. Et c'est une prise de conscience qui est assez nouvelle et qui va très vite. Et je pense que la crise du Covid va peut-être accélérer d'ailleurs les choses. Bertrand Duplat, vous me racontiez l'autre jour vos travaux passionnants, et vous me disiez que parfois vous avez le sentiment d'être comme un chercheur de minerai qui découvre un filon. Et là, on imagine l'inventeur que vous êtes, la passion avec laquelle vous menez vos travaux. Et donc je vous disais, mais quand on est emporté comme ça par la passion d'un sujet, comment avoir le recul nécessaire pour les questions éthiques? Vous l'avez forcément. Et vous me disiez, c'est pas la surveillance politique, ça ne sera jamais ça, c'est plutôt le regard international, la collaboration internationale. Est-ce que vous pouvez développer cette idée? Parce que c'est intéressant. Là aussi, on est dans la transversalité, dans l'interdisciplinarité. Voilà, je crois que c'est vraiment très important. D'une part, il y a l'aspect réglementaire qui est fondamental. Il y a l'aspect réglementaire vis-à-vis des humains, mais même vis-à-vis des animaux. Il y a ça aussi, ça existe, heureusement, et c'est très strict, et tant mieux, bien sûr. D'autre part, il y a l'information et la formation, y compris des citoyens, mais les chercheurs, les ingénieurs sont aussi des citoyens. Et aujourd'hui, ce qui est très important, ce que je constate, c'est que dans certains domaines, dans le domaine en tout cas de la technologie utile pour la santé, mais je pense que c'est la même chose sur l'environnement, sur l'énergie, etc., eh bien les chercheurs qui viennent, en particulier les jeunes chercheurs, ils viennent parce qu'ils cherchent un sens, ils cherchent un travail qui a un sens, et donc ils sont baignés d'éthique. Et l'éthique dans le domaine médical, c'est une éthique incrémentale qui a des millénaires, ce n'est pas juste un texte initial auquel on se réfère de temps en temps, ce ne sont pas des comités extérieurs uniquement, c'est aussi l'impulsion propre des chercheurs. Et on constate tous les jours que l'éthique dans nos domaines, c'est l'éthique de toute une équipe, en partie transdisciplinaire,
à chaque fois qu'on a besoin de prendre une décision, ou alors, si on ne prend pas la décision, de savoir poser la question qui gêne ou qui est importante pour faire surgir ça. Et l'aspect transdisciplinaire est fondamental, ou pluridisciplinaire, parce que c'est garant de la pluralité des regards, mais aussi parce que ça permet d'avoir cette vision systémique qui fait qu'on ne se laisse pas emporter par une petite phrase de quatre mots qui donne l'impression que si on fait ça, eh bien c'est extraordinaire, sans se préoccuper des répercussions. Par exemple, j'ai entendu en prenant le taxi ce matin pour aller à la gare qu'il y avait une pizzeria qui ouvrait avec des robots qui faisaient des pizzas parce qu'il était difficile d'embaucher des pizzaiolos. Et quelles sont les répercussions de cette phrase « il est difficile d'embaucher des pizzaiolos » traduit de cette manière-là. J'ai vu aussi des sociétés qui livrent en 10 minutes. Quelles sont les répercussions systémiques de livrer en 10 minutes? Eh bien, voilà, il faut ce regard transdisciplinaire, pluriel, pour avoir une vision systémique. Ce n'est pas suffisant d'avoir ces regards, il faut aussi avoir cette approche, mais on l'a chez les scientifiques. Je pense que c'est important. Dernière question. Alors, je vous la pose, on change un peu de sujet, mais je voulais vous la poser avant la fin de cette table ronde, parce que je sais que c'est une vraie préoccupation de la CNIL, la question de la mort numérique. C'est-à-dire, une personne décède, ses données circulent toujours, et je sais que c'est un sujet qui est un sujet pour vous important. Vous m'avez donné un chiffre tout à l'heure qui était assez spectaculaire. Redonnez-le, les 8000... Oui, il y a 8000 personnes chaque jour qui ont un compte Facebook qui décèdent. Voilà. Que deviennent leurs données? Elles restent sur Facebook. Est-ce que ça pose pas une question éthique majeure, ça? Alors, effectivement, la question de la mort numérique, que deviennent nos données après notre mort? C'est une question qu'on peut se poser. Vous pouvez avoir un certain nombre d'instructions pour vos héritiers qui traitent vos données après votre mort. Et par contre, effectivement, sur ces 8000 comptes Facebook, en fait, ce qui est très difficile pour le réseau social, c'est qu'ils ne savent pas si le compte est inactif parce que la personne est décédée ou bien juste parce qu'ils n'utilisent plus Facebook. Donc, le Facebook ne peut pas le savoir. C'est pour ça que parfois, c'est très troublant. Vous pouvez avoir des notifications. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une personne qui est décédée. Mais parce que Facebook n'a pas l'information, et donc la page reste tant qu'il n'y a pas un des héritiers qui a prouvé qu'il était l'héritier, qui était légitime pour accéder aux données personnelles de cette personne, et qui a choisi soit de clôturer le compte, soit d'en faire, Facebook propose d'en faire un mémorial. D'autres réseaux sociaux aussi ont des logiques assez similaires, mais en tout cas, effectivement, nos données ont tendance à rester après notre mort si on n'a pas donné d'instructions autres à nos héritiers pour qu'ils puissent justement prendre en compte ces différentes mesures. Merci. L'heure des questions, peut-être, Gaël? Oui, absolument. Ouais. Bien, on va rester avec la CNIL. N'est-ce pas illusoire de penser que la CNIL ait les moyens nécessaires à la protection de nos données? Alors, on aimerait avoir plus de moyens pour avoir davantage de poids et d'action, puisqu'effectivement, on reste une petite autorité, même à l'échelle de nos homologues européens. Après, la CNIL n'est pas toute seule pour protéger les données, puisque la réglementation fait qu'il y a un principe de responsabilité des organismes qui doivent se conformer à la réglementation, et si elles ne se conforment pas, elles sont soumises à des sanctions qui peuvent être assez importantes, puisque ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, donc c'est beaucoup. Ensuite, chaque individu a des droits, comme je l'expliquais, et ensuite, nous, on a vocation aussi à s'appuyer sur un certain nombre de relais auprès des différents organismes pour transmettre les bonnes pratiques en matière de conformité, tout ce qu'on appelle nous aussi les corps intermédiaires de la donnée, donc ça peut être des syndicats, des associations de consommateurs, tout ce qui est les corps intermédiaires traditionnels de la société civile qui s'emparent aussi des questions de données, mais également des nouveaux corps intermédiaires, que ce soit des associations plus techniques qui vont vous proposer un certain nombre de solutions qui vont vous accompagner pour protéger vos données ou autres. Donc oui, on aimerait bien plus de ressources, mais on n'est pas seul. Une autre question qui nous a été envoyée par SMS ou Twitter ou LV World. Alors, l'utilisation de technologies open source ne devient-il pas un prérequis essentiel pour une gestion humaniste et éthique de l'emballement technologique actuel? Alors, qui veut répondre? Je ne sais pas si je veux répondre, mais ça me suggère une réflexion. Je ne sais pas si l'open source protège davantage. Simplement, l'open source est quand même une auto-organisation, d'une certaine façon, des internautes et des citoyens. Donc, on ne paie pas un logiciel propriétaire. Du coup, la
la notion de financement et d'intérêt bien compris est moins présente dans l'open source que dans les logiciels propriétaires. Donc, en ce sens, est-ce que c'est plus humaniste? Là, ça se discute, parce que qu'est-ce qu'on entend par humaniste? Historiquement, le capitalisme est quand même issu philosophiquement de l'humanisme, donc ça se discute. Donc je ne le dirais pas comme ça, mais je crois comprendre la question de cette façon-là. Oui, Michael Krajewski. L'open source, c'est aussi le choix qui est largement fait par le ministère des Armées. Je rajouterai quand même un bémol sur le côté humaniste. Beaucoup des produits open source aujourd'hui sont portés par des entreprises comme Google ou Facebook. Donc attention, ce n'est pas une solution en soi, c'est une approche, mais ces solutions open source sont souvent proposées aujourd'hui par les géants de la tech et non pas par un petit académique dans son coin. Donc ce n'est pas une solution ultime, c'est un des éléments de réponse. C'est un bon moyen de retourner le système, d'ailleurs, de la part des géants de la tech. On en reste là. Merci beaucoup. Merci François-Xavier. Merci aux invités. Merci à vous. Merci, on peut vous applaudir. Et nous allons donc faire une pause et on se retrouve d'ici une demi-heure pour la suite et la fin de cette première édition. Merci à vous et à tout à l'heure.